Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la séance 3 qui sera focalisée sur le principe 1, qui est le principe de la transformation. Alors, nous allons essayer de définir le mot transformation. Selon le dictionnaire Larousse français, la transformation, c'est rendre quelque chose différent, la faire changer de forme, modifier ses caractères généraux, modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de l'être, faire d'un être un être différent, ou métamorphoser, changer ou modifier quelque chose ou quelqu'un. Le principe de la transformation mettra l'accent sur le développement de l'être dans sa dimension physique. Alors, je sais que chacun d'entre vous est familier avec en fait cette théorie qui dit que E égale mc au carré. Alors, qu'est-ce que c'est? Le 27 septembre 1905, Albert Einstein, que vous connaissez bien, a publié un article sur la théorie de la relativité qui explique en fait l'essence du principe de la transformation. Comme je vous disais tout à l'heure, en réalité, ce sont des principes qui existent déjà. Alors, ce qu'il explique donc, c'est que l'énergie, tout est fait d'énergie. Tout est fait d'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie peut se transformer en matière avec le temps. D'où la formule E égale mc au carré. Et donc, E représentant énergie, M représentant matière, et C au carré représentant donc la vitesse de la lumière dans le vide, qui en fait se réfère au temps. Pas le temps en tant que temps psychologique, mais temps en tant que moment. Donc l'application du principe de la transformation est fondamentale pour le succès personnel et professionnel. Alors, vous voyez, l'un des pionniers du développement personnel, qui s'appelle Napoléon Hill, disait que quoi que l'esprit puisse concevoir, qui est dans le domaine de l'invisible en fait, qui est ce qu'on dit l'énergie, parce que ce que vous concevez peut être l'énergie dans votre pensée, et croire en ça, c'est-à-dire que quand vous concevez et que vous croyez en ça, ça génère une certaine énergie, et donc ça peut être réalisable. Donc l'esprit est comme un instrument puissant. Il peut vous livrer littéralement ce que vous voulez. Mais vous devez y croire, c'est-à-dire quoi? Cette pensée doit être en fait accompagnée d'une énergie. Ce que vous voulez sera possible avec le temps. Alors, pour mieux comprendre cela, vous savez, les biologistes nous disent que chaque fois qu'il y a une éjaculation, il y a entre 20 et 300 millions de spermatozoïdes qui sortent. Et en réalité, quand ces 300 millions maximum spermatozoïdes sont dégagés dans le sperme, il y a un seul qui arrive à ovuler. Et ce un seul, la raison pour ça, c'est qu'il a plus d'énergie que tous les autres. Voilà pourquoi il est plus rapide. Mais la question pourquoi c'est lui seul qui a plus d'énergie est une question très difficile à répondre parce que ça rentre dans le domaine de la spiritualité. Comme les biologistes nous disent, il y a 300 millions de spermatozoïdes qui sont dégagés et nous naissons, chacun de nous naît avec une empreinte digitale unique, une voix unique et un talent à exprimer, ou si vous voulez, un don. Voilà pourquoi un spermatozoïde qui ovule et avec beaucoup plus d'énergie a quelque chose de particulier, ce qu'on appelle le don. Et quand on est tous avec ce don-là, ce talent caché en nous. Et c'est à nous de pouvoir le déceler, ce talent. Donc, en réalité, notre naissance n'est pas fortuite, ce n'est pas un accident. Si parmi 300 millions de spermatozoïdes, c'est nous qui sommes là, ça veut dire qu'on n'est pas là par accident. Ensuite, le temps où nous naissons même n'est pas un hasard. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous êtes né dans les années 2000 et non dans les années 1 de l'ère Jésus-Christ, ou peut-être 300 ans avant Jésus-Christ, ou 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte. Non,
Vous êtes déjà posé cette question? Ça relève du domaine de la spiritualité également. Donc le lieu de notre naissance n'est pas un hasard, le temps de notre naissance n'est pas un hasard. Notre talent, notre don nous est donné pour que nous puissions l'exprimer comme une mission sur cette terre. Alors, comment déceler ça? Ça se trouve dans notre propre histoire. Et nous allons commencer par d'abord faire un test qui va nous permettre de comprendre de façon psychologique quel type de leader nous sommes. Alors, voilà comment le test se présente. Si une échelle de 1, qui veut dire jamais, à 10, qui veut dire toujours, indiquez à quel point les affirmations suivantes sont vraies pour vous. Utilisez une grande partie de l'échelle de 10 points comme vous le pouvez, si vous pouvez faire ressortir les différences dans la fréquence à laquelle vous faites ces choses, ou dans quelle mesure elles sont vraies pour vous, de sorte que vous ne donniez pas tous le même nombre. Alors, un 4 signifie moyen. En d'autres termes, cette déclaration est à peu près vraie, aussi vraie pour vous que pour les autres. Ça dit que quand les autres vous regardent et que vous faites certaines choses, qu'ils vous disent, voilà comment vous vous comportez, vous pouvez vous rappeler de cela. Alors, lorsque j'ai fait une grande tâche, je la décompose et l'exécute étape par étape. Si c'est ce que vous faites en général, vous mettez 10 ou 9. Si vous n'êtes pas comme ça, que quand on vous donne une tâche, vous ne la décomposez pas, que vous essayez de faire en même temps, ça veut dire que vous pouvez mettre un 1 ou 2. Je suis dans la plupart des cas direct dans mes propos. Alors, si vous êtes dans la plupart des cas direct dans votre propos, vous mettez 9 ou 10 ou 8. Et si ce n'est pas le cas, vous mettez 1 ou 2. Et donc, ce que je vous demande de faire, c'est que devant 1, la déclaration 1, vous mettez votre numéro 9 ou 8 ou 1 ou 2. Devant la déclaration 2, vous mettez 2 égale et puis vous mettez le numéro 10, 9 ou 1 ou 2. Déclaration 3, mes humeurs sont très souvent instables. Mettez le numéro. Déclaration 4, j'aime gagner à tout prix. Vous mettez le numéro. Déclaration 5, je respecte toujours mes engagements. Vous mettez le nombre. Déclaration 6, j'adore l'énergie du réseautage. C'est-à-dire, j'aime travailler avec les autres personnes. J'aime quand beaucoup de personnes sont là. Donc, vous mettez. J'ai beaucoup de piles de papier, c'est-à-dire des documents un peu partout, des livres autour de mon bureau et de ma maison. Si c'est vrai, vous mettez 9 ou 10. Si ce n'est pas vrai, c'est 1 ou 2. Alors 8, quand je suis confronté à des obstacles, je pousse plus fort, je m'engage plus fort. Si c'est comme ça que vous êtes, c'est un 9 ou 10. Si ce n'est pas comme ça que vous êtes, que lorsqu'il y a des obstacles, vous dites, bon écoutez, moi je laisse tomber, je passe à autre chose. Donc ça c'est un 2 ou 1. J'ai du mal à trouver où je mets mes choses. 9, vous mettez le numéro devant. 10, pour moi, le travail est un plaisir. 11, je sais comment contourner le système pour obtenir ce que je veux. 12, quand les gens sont contrariés, je reste toujours calme et rationnel. Si c'est toujours vrai pour vous, c'est un 9 ou 10 ou 8. Si ce n'est pas le cas, c'est un 1 ou 2. Alors 13, je préfère faire mes tâches le plus rapidement possible. 14, j'ai l'habitude d'être ailleurs, rêver quand on me parle. 15, je pense que la vie est en mouvement, rien n'est figé. 16, je peux rester bloqué et ne pas savoir dans quelle direction me déplacer quand je suis sous la pression. Si c'est vrai pour vous, c'est un 9 ou 10. Si ce n'est pas le cas, c'est un 1 ou 2. 17, je préfère suivre le cours du destin. 18, en cas de conflit, je riposte automatiquement. Ou, si c'est vrai pour vous, c'est un 9 ou 10. Ou en cas de conflit, vous restez calme, vous essayez de... Vous n'avez pas vous engager dans le conflit, là c'est un 1 ou 2. Je suis une personne toujours optimiste. 20, je prends le travail avec trop de sérieux. 21, je reviens souvent sur des décisions difficiles que je prends. C'est-à-dire, vous prenez une décision difficile et puis vous revenez dessus. Si c'est le cas, très souvent, vous mettez un 9 ou 10. Si vous prenez une décision que vous ne revenez jamais dessus en général, c'est que c'est un 1 ou 2. En travaillant avec les autres, je propose toujours des idées très inhabituelles. Si c'est le cas, 9 ou 10. Si ce n'est pas le cas, 1 ou 2. Il est important pour moi de faire ce que l'on attend de moi. C'est-à-dire que quand vous êtes toujours dans une situation où vous êtes concerné par ce que les autres pensent de vous,
Donc, en ce moment, c'est un 9 ou 10. Si ce n'est pas le cas, c'est un 1 ou 2. Si vous dites, bon, écoutez, je fais, bon, ce n'est pas nécessaire ce que les autres prennent en général, c'est que c'est un 1 ou 2. 24, si quelque chose ne se fait pas assez vite, je le fais moi-même. Ça veut dire que vous donnez une tâche à quelqu'un, la personne traîne, est-ce que vous allez faire vous-même ou bien vous restez là, vous attendez jusqu'à ce que ça se fasse, ou bien vous vous dites, bon, écoute, il faut que je fasse ça moi-même. OK? Donc, voilà un peu les 24 déclarations, et devant chaque déclaration, mettez en fait le numéro qui vous correspond. Si cela est juste pour vous, vous mettez un numéro élevé, c'est-à-dire 9 ou 10. Si ce n'est pas juste pour vous, c'est un numéro moins élevé, c'est-à-dire 1 ou 2. Si vous n'êtes pas très sûr, c'est un 4 ou un 5. Alors, maintenant, nous allons passer au calcul. Si ce que je vais vous demander de faire pour rendre la chose facile, encerclez la réponse à la déclaration 2, à la déclaration 4, à la déclaration 8, à la déclaration 13, à la déclaration 18 et 24. Encerclez. OK? Et faites la somme. Ensuite, mettez dans un triangle la déclaration 1. Le numéro, bien sûr, que vous avez mis, le numéro de la déclaration 1, le numéro de la déclaration 5, de la déclaration 12, 16, 20 et 23. Et ça, c'est dans un triangle, et vous faites la somme. Ensuite, dans un carré, vous mettez le numéro de la déclaration 3, 6, 10, 11, 19, 21, et vous faites la somme des sommes que vous avez mises en face de déclaration 3, 6, 10, 11, 19 et 21 dans un carré, et vous faites ensuite la somme. Et enfin, la déclaration 7, le nombre que vous avez mis, 9, déclaration 7, 9, 14, 15, 17 et 22. Je répète, 7, 9, 14, 15, 17 et 22, vous faites la somme. Alors, quand vous faites la somme, vous allez vous rendre compte que vous avez un score élevé dans l'une de ces composantes, soit conducteur, soit organisateur, soit collaborateur ou visionnaire. OK? Donc, si vous êtes conducteur, vous êtes considéré comme un guerrier. En général, ce sont des termes que nous utilisons pour à peu près dire comment les gens, quel type de leader ils sont. Si vous êtes organisateur, donc vous êtes un serviteur. Si vous êtes un collaborateur, c'est-à-dire que votre score est élevé en collaborateur, vous êtes considéré comme le sage. Et si votre score est élevé en tant que visionnaire, vous êtes considéré comme le roi, comme un roi. Alors donc, nous allons passer donc à la caractéristique du conducteur, le guerrier. Si votre score le plus élevé est celui du conducteur, votre énergie est celle du guerrier. Les guerriers sont très souvent prêts à prendre le devant des activités, à mobiliser. Ils sont prêts à prendre la parole pour galvaniser. Ils n'hésitent pas à faire le premier pas et à guider les autres vers un objectif. Cependant, la faiblesse des guerriers en tant que leaders est qu'ils tombent facilement dans les querelles internes. Ils aiment l'énergie de la concurrence puisqu'ils veulent toujours gagner. Ils ne savent pas gérer les conflits internes. Les leaders conducteurs qui sont conscients de leurs faiblesses s'entourent des collaborateurs et pour équilibrer leur leadership. Les conducteurs réussissent mieux dans les carrières du milieu universitaire, la recherche, c'est-à-dire ce sont les grands intellectuels, l'enseignement, le journalisme, les juges, les avocats. Ils peuvent également réussir dans l'armée, la police, les carrières liées à la sécurité. Ils sont souvent à la merci des visionnaires qui les utilisent pour atteindre les objectifs. Les conducteurs peuvent également se retourner contre les leaders visionnaires pour les combattre plus tard, puisque cela est très possible dans la façon dont le conducteur se comporte. Alors, si vous êtes organisateur, votre score le plus élevé est celui, votre énergie, est serviteur. C'est-à-dire les serviteurs sont des personnes qui travaillent avec acharnement. Ils s'investissent beaucoup pour servir les autres.
Ils sont méticuleux dans leur travail. Ils aiment les détails. Ils aiment la discipline et l'ordre. Ils procèdent étape par étape pour gérer ce qu'ils font. Ils sont pratiques et raisonnables. La faiblesse donc des organisateurs est qu'ils manquent souvent de vision à long terme. Ils font les choses à la dernière minute. Ils réussissent souvent, mais le travail peut être bâclé en raison d'un manque de préparation à long terme. Les organisateurs réussissent mieux dans les carrières de l'administration, de protocole, secrétariat, d'assistance, les directeurs adjoints, les porte-paroles. Ils sont également naturellement doués pour le marketing et la vente, la technologie en général, l'informatique, la restauration, les ressources humaines, la finance, la gestion économique et la banque. Les organisateurs ont besoin de visionnaires pour les aider à avoir le long terme afin de mieux préparer l'avenir, puisque c'est leur faiblesse. Alors, si votre score le plus élevé est celui du collaborateur, votre énergie est celle de la sagesse. Les collaborateurs sont des personnes qui savent encourager les autres à travailler ensemble. Ils aiment le travail d'équipe, la coopération. Ils préfèrent l'unité dans le groupe, l'harmonie entre les membres de l'équipe et se soucient souvent trop de leur entourage et de ce que leur entourage ressent. Ils n'aiment pas les situations de conflit et cherchent toujours à apaiser les autres et à prévenir la violence et les conflits. Ce sont des grands conseillers, des personnes qui aiment la spiritualité. Leur faiblesse est qu'ils peuvent passer trop de temps à conseiller, à comprendre la situation des autres et souvent manquer l'essentiel. Ils aiment la compagnie des autres, savent écouter et oublient souvent le temps. Les collaborateurs réussissent dans les carrières de diplomates, de chefs religieux ou chefs traditionnels souvent. Ils sont également des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des grands médiateurs. Si vous voulez la paix dans votre équipe, travaillez avec des collaborateurs. Ils prôneront la réconciliation, le pardon entre les gens. Ce sont aussi des personnes qui aiment travailler dans l'humanitaire. Elles sont souvent un peu trop idéalistes et sensibles à la souffrance du monde. Si votre score le plus élevé est celui du visionnaire, votre énergie est celle du roi. Les rois en général, ou les visionnaires, ont des idées exceptionnelles, des idées qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des personnes qui ont une vision du futur, une grande vision du futur. Elles savent en parler pour motiver un grand nombre de personnes et à faire des choses étonnantes souvent. Ce sont des personnes éloquentes, qui ont un charisme naturel. Leur faiblesse est qu'elles ne sont pas trop pratiques ou pragmatiques. Eux ont du mal à donner suite souvent à des idées. C'est pourquoi les visionnaires conscients savent s'entourer des organisateurs pour réussir leur mission. Les visionnaires réussissent dans les carrières politiques, le monde des affaires en général, car ils savent créer la confiance chez les autres et ils savent motiver et créer une énergie autour d'eux pour réaliser quelque chose dont les gens rêvent. Ils peuvent aussi être de bons entrepreneurs en créant de nouvelles idées. Ce sont des personnes qui réussissent en tant que dirigeants d'associations politiques, syndicats, la société civile. Ils savent aussi être des militants, des ingénieurs concepteurs, des architectes concepteurs, des artistes, des créateurs en général. Parfois, ils n'y parviennent pas et finissent par décevoir leur audience. Alors, quelle que soit votre énergie de leader, que vous soyez organisateur, visionnaire, organisateur, collaborateur, conducteur, vous devez aussi réfléchir que ce n'est pas en fait carré ce que nous venons de faire. Vous devez repartir en vous-même pour comprendre en fait ce que nous venons de lire, qu'est-ce que votre énergie colle le plus avec. Donc, et ça vous permettra de pouvoir mieux vous orienter. Alors, quand vous finissez de faire ça, il est important pour vous d'avoir une vision de la vie. Et comme vous le savez, dans la séance, nous vous avons demandé d'écrire en fait une histoire en fait un événement le plus important de votre vie entre 0 et 14 ans. Cet événement en fait peut vous aider en fait à déceler quelque chose d'important pour votre vie.
Parce qu'en réalité, les événements que vous traversez révèlent en même temps votre mission de vie. Alors, ce que vous voulez faire, c'est pour pouvoir vous permettre de pouvoir en fait créer votre vision dans votre esprit qui est en fait l'énergie que vous allez créer en y mettant le cœur. On vous demande d'écouter en fait votre fort intérieur, l'affirmation, c'est que au plus profond de toi, ou bien les expériences que vous avez traversées, vers où ça vous oriente. Ok? Et ensuite, projetez-vous dans le futur, dans les 5-10 ans, ce que vous voulez réaliser. À quoi ça ressemble? Quelle est l'image mentale? Par exemple, je vais devenir formateur ou coach en développement personnel dans les 5 années qui viennent. Je vais devenir enseignant du supérieur, professeur d'université. Je vais créer ma propre boîte. Je vais devenir président de la République. Je vais créer en fait une banque. Je vais aider les femmes à sortir de la misère. Tout ça, ce sont des visions du futur. Et voyez ce qui colle avec vous-même, au plus profond de vous. Et écrivez. Alors, ensuite, vous devez définir une mission. Quel problème vous voulez résoudre dans ce monde? Comment voulez-vous le résoudre? Quand voulez-vous le faire? Où voulez-vous focaliser? Quelle est votre cible principale? Pourquoi voulez-vous faire ça? Repartez en vous-même et regardez votre histoire. Votre histoire est le don qui est en train de s'exprimer en vous. Et quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attaché dans la réalisation de vos objectifs? L'engagement, l'intégrité, l'humilité, toutes ces choses-là pourront vous aider dans la réalisation de vos objectifs. Alors, voilà pourquoi Mark Zuckerberg disait, le créateur de, en fait, Facebook que vous connaissez, tout le monde connaît en ce moment, il dit définir une mission et créer une entreprise vont de pair. En réalité, quand vous commencez, c'est créer d'abord votre vision et ensuite accompagner votre vision d'une mission. C'est le point de départ pour pouvoir effectivement réaliser votre rêve. Alors, c'est un exemple d'une mission, d'une organisation que je peux citer ici, Success Consulting Services, qui est mon cabinet, qui dit par exemple, notre mission consiste à former, coacher et encadrer la jeunesse africaine en développement personnel afin de relever le défi du leadership, du management et de l'entrepreneuriat. Et, conseil pratique, il ne faut pas que votre mission dépasse 35 mots. Ça doit être en maximum 30-35 mots, ça peut être même en deçà. Donc, si vous travaillez avec une équipe, n'imposez pas la mission à l'équipe. Appelez proposez et ensemble, discutez pour trouver ce qu'on appelle une mission commune. Si vous n'arrivez pas à faire, que vous êtes une organisation, que vous avez besoin de nous pour vous aider à créer votre vision et votre mission, contactez-nous, nous allons vous aider à le faire. Alors, vous savez, 92% des gens n'atteignent pas leurs objectifs personnels et professionnels. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'écrivent pas leur vision et leur mission et en réalité, ils ne font pas de plan. Les 8% qui atteignent leurs objectifs, ce sont des gens qui ont un plan clair et réaliste. Ils écrivent leurs plans et ils suivent leurs plans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le rêve et la réalité, il y a toujours un fossé. Et il faut combler ce fossé avec un plan clair et réaliste. Alors, ce que nous demandons de faire donc, quand vous avez déjà maximisé ce que vous allez faire, visionner et clarifier ce que vous allez faire dans les 5 ans, il faut maintenant voir ce qui va se passer 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 11 mois, 10 mois, 9 mois, 8 mois, 7 mois, 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, 3 semaines, 2 semaines et dans une semaine. Et dans chaque semaine, vous pouvez faire évaluer pour voir si vous vous rapprochez davantage. Et aujourd'hui même, pendant que vous êtes en train de suivre ce séminaire, qu'est-ce que vous allez faire qui va vous rapprocher dans les 5 ans qui viennent de vos objectifs, de votre vision, de votre mission? Alors, quand vous finissez ça, donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle la gestion du temps. Organisez votre temps de sorte que ce que vous faites tous les jours, et que ce soit orienté vers votre vision et votre mission. Et que les activités qui ne rentrent pas dans le cadre de votre mission soient reléguées au second plan. On aura l'occasion de revenir sur ça quand on fera le coaching. Ensuite, en ce qui concerne vos finances, nous allons également revenir sur vos finances quand on fera la dernière séance du coaching. Quelle est votre activité principale en ce moment et comment vous pouvez évaluer vos dépenses, vos entrées
et comment est-ce qu'on pourra vous aider à pouvoir mieux organiser votre système financier de sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs. En réalité, ce que nous vous demandons de faire, c'est de faire très attention à ce que la plupart des gens se plaignent pour le manque d'argent. Et très souvent, le problème de l'argent, ce n'est pas en réalité ce que vous gagnez, c'est ce que vous dépensez. Donc, si vos dépenses sont supérieures en réalité à vos entrées, vous êtes en fait dans le cadre de la pauvreté. Voilà pourquoi ici, dans le contexte du développement personnel, la pauvreté n'est pas définie comme étant en fait le manque, avoir 500 ou 1000 francs par jour. Non, c'est le fait que vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Voilà pourquoi vous pouvez même avoir 1 million par mois, mais si vos dépenses sont 1,5 million, vous êtes dans la pauvreté. Alors, donc, c'est de vous aider à pouvoir rééquilibrer vos dépenses et vos entrées de sorte que vous puissiez en fait économiser de l'argent pour pouvoir ou bien multiplier vos entrées afin d'atteindre vos objectifs. Alors, ce que nous demandons de faire, à la fin, nous allons faire ça dans le séance de coaching, c'est de faire un budget mensuel et de vous permettre de mieux gérer vos finances. Alors, l'argent est important pour faire beaucoup de choses dans la vie. Mais est-ce que l'argent fait essentiellement le bonheur? Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de l'argent, diront qu'effectivement, l'argent fait le bonheur. Mais quand vous demandez à ceux qui ont déjà de l'argent, ils vous diront qu'il y a quelque chose qui leur manque, qui est plus que l'argent. C'est en réalité cette satisfaction morale qui est beaucoup plus profonde, qui ne peut pas être achetée avec les milliards. Donc, en réalité, voilà pourquoi nous vous invitons à réfléchir à la manière dont vous pouvez avoir de l'argent, c'est vrai, mais ne négligez pas en fait le développement de votre caractère. C'est pourquoi le développement personnel est essentiel pour votre vie. Alors, les études ont été faites à l'université de Purdue et de l'université de Virginie et qui ont réalisé qu'il y a un certain seuil en matière de gains financiers quand vous arrivez là et que ça va en fait équilibrer votre situation de satisfaction en tant que bonheur. Mais quand vous dépassez ce seuil, ça n'ajoute plus. Et très souvent, les gens se sont retrouvés en 95 000 $ de satisfaction de vie ou 60 000, en 60 000, 75 000. Ça dépend en fait de la situation de chacun. D'autres ont des enfants, d'autres n'en ont pas et autres. D'autres sont individuels, d'autres sont en famille. Donc, il y a un seuil. Donc, disons 100 000 $ par exemple, un exemple banal. Vous pouvez faire le calcul en fonction de la monnaie que vous utilisez dans votre pays ou bien dans votre situation, si c'est en francs CFA et autres. Et vous allez voir que c'est un seuil. Et quand vous dépassez ce seuil-là, en réalité, ça n'ajoute plus sur votre bonheur. Ça veut dire que quelqu'un qui est multimilliardaire et quelqu'un qui est justement, qui a 50 000, peut-être 100 000 $ par an, ils sont au même niveau du bonheur. Ça n'a pas de changement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est multimilliardaire qu'il est plus heureux que quelqu'un qui a seulement 100 000 $. Donc voilà un peu le hic avec en fait la situation de l'argent et le bonheur. Alors voilà pourquoi donc l'un des pionniers du développement personnel, l'américain Dale Carnegie disait: souviens-toi que le bonheur dépend non pas de ce que tu es ou de ce que tu possèdes, mais uniquement de ta façon de penser. Donc, des gens peuvent posséder beaucoup de matériel, beaucoup de biens, mais leur façon de penser peut être en fait une situation qui peut les mettre dans une situation de tristesse et même souvent, ils peuvent être en fait, avoir beaucoup d'argent, mais être malheureux. Donc, voilà un peu, voilà pourquoi il faut changer son mode de pensée. Et quand on change le mode de pensée, ça a un impact sur notre vie personnelle et notre relation avec les autres. Alors, en ce moment, donc, nous allons vous encourager, nous allons vous donner 21 jours de challenge pour ceux qui suivent cette vidéo. Et pendant ces 21 jours de challenge, nous allons vous demander de faire en fait des activités qui vont avoir un impact sur votre santé physique. Et la première activité que nous allons vous demander de faire, c'est de faire 60 minutes de sport par jour. Vous pouvez faire 5 jours ou 6 jours sur 7. Et pendant ces moments, vous allez faire du cardio, de la marche, des étirements. Ça va permettre de renforcer votre système immunitaire. Et nous allons évaluer 21 jours plus tard. Et la deuxième activité que nous allons vous demander de faire, c'est de soigner votre nourriture. La nourriture que nous allons vous demander d'éviter la consommation du sucre pendant 21 jours. Après, peut-être que vous pouvez reprendre avec beaucoup de modération. Et ensuite, les boissons gazeuses, ainsi que les aliments trop gras.
Et de multiples études en réalité ont démontré que le sucre en fait est un aliment très dangereux pour la santé. Ça favorise non seulement le diabète mais l'obésité et de nombreuses autres maladies telles que l'augmentation du taux de cholestérol, le taux de glycéride dans le sang. Et le sucre aussi fait le lit de l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Donc ce que nous allons vous demander de faire pendant ces 21 jours, c'est de couper carrément l'utilisation du sucre. Et en plus de cela, si vous vous sentez faible, que vous avez besoin de peut-être, que vous êtes hypo et que vous avez besoin de peut-être un peu de sucre, mangez des fruits. Ou bien prenez un peu de miel parce que c'est plus facile pour le foie de traiter le sucre, ce genre de sucre que le sucre saccharose. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre de la vitamine C qui peut vous aider en fait à vous maintenir. Alors pendant ces 21 jours également, nous allons vous inviter à boire beaucoup d'eau. L'eau est source de vie et c'est écrit dans les Écritures saintes, mais aussi c'est scientifiquement prouvé que boire 2 litres d'eau par jour va nettoyer votre organisme. Et vous voyez, même dans les Écritures saintes, c'est dit que le Saint-Coran, chapitre 11, verset 7 dit « C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et son trône était sur l'eau afin qu'il puisse vous éprouver lequel de vous est le meilleur en acte. » Et dans la Bible, il est dit en Genèse chapitre 1, verset 2 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface des profondeurs et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. » Pour dire que l'eau a été au départ de la création. Et donc, l'eau a des vertus thérapeutiques, nettoie les reins, le sang, et même le sang est composé à 90% d'eau. Donc, si votre l'eau manque dans votre sang, vous allez avoir des problèmes sérieux de santé. Donc, l'oxygène, vous allez voir que vient de l'eau également. Donc, nous voulons vous encourager pendant ces 21 jours, non seulement à boire beaucoup d'eau, 2 litres d'eau et demi par jour, et à aussi faire du sport et de soigner votre alimentation. En conclusion, le principe de la transformation s'articule autour de la théorie que Einstein a développée, qui dit E égale mc au carré, qui consiste à rendre possible l'impossible, à rendre l'invisible visible. C'est le principe de la création des choses. Vous allez voir que tout ce qui est physique, qui a été créé physique, a été d'abord conçu dans l'esprit. Tout ce qui existe physiquement a d'abord été formé dans l'esprit, dans le domaine de l'invisible. Votre rêve, votre vision, est présentement dans votre esprit. Mettez-y du cœur et vous allez voir qu'avec le temps, ça va se réaliser. C'est un principe universel. La plupart des gens, le secret, c'est que le secret du principe de la transformation, c'est que la plupart des gens abandonnent quand les difficultés commencent. Regardez, la plupart des gens qui ont obtenu quelque chose d'extraordinaire dans la vie, c'est qu'ils n'ont pas abandonné quand c'est devenu difficile. Vous savez, les douleurs, l'inconfort, le découragement sont des signes positifs et non des signes négatifs. Cela montre que la transformation a bel et bien commencé. Alors, malgré ce que vous ressentez pendant les 21 jours de challenge, n'abandonnez pas. C'est la constance dans les habitudes qui finit par créer le changement. Et finalement, nous allons vous donner un exercice à faire qui va renforcer votre vision et votre mission de vie. Vous apprenez que votre meilleur ami vient de mourir et vous décidez d'aller assister à ses funérailles. Vous arrivez au salon funéraire et vous voyez des visages familiers. Tout le monde est triste et certaines personnes continuent de pleurer. Vous marchez directement vers le cercueil pour regarder le corps de votre ami. Alors que vous regardez le corps, vous réalisez que c'est votre propre corps. Vous prenez donc conscience à l'instant T que c'est vous qui êtes mort. Vous vous retournez et vous voyez les membres de votre famille, vos collègues, vos amis. Vous comprenez enfin qu'il s'agit de vos funérailles et non celles de votre ami. Dites 3 choses. 1. Dites 3 choses que vous aimeriez entendre sur vous ce jour-là. Dites 3 choses que vous ne voudriez pas entendre sur vous ce jour-là. Quel serait votre plus grand regret et quelle serait votre plus grande joie? Si vous aviez une chance de revivre votre vie, à quoi ressemblerait cette vie? Racontez l'histoire sur une feuille, écrivez cette histoire sur une feuille et telle que vous la souhaiteriez et envoyez-nous sur l'email qui se présente en ce moment sur l'écran.
Et cela va vous permettre de mieux orienter votre mission et votre vision de vie. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la séance 4. Pour toute préoccupation relative au principe de la transformation, nous vous ferons le plaisir de vous proposer un accompagnement coaching particulier. 1. Comment découvrir votre talent? 2. Comment créer votre vision et mission personnelle et d'équipe? 3. Comment créer un plan d'action pour atteindre vos objectifs? 4. Comment gérer efficacement votre temps? 5. Comment augmenter votre revenu? 6. Comment améliorer votre santé physique? 7. Comment lancer votre entreprise?